Et pour commencer, Manu, avec toi, le Conor qui se fait entendre et qui répond cash au ministre Lansana Diallo. Oui, on a vu hier cette lettre d'à peu près 5 pages, hein, 4 ou 5 pages adressée donc au ministre de la Jeunesse et des Sports. Et je pense que c'est le début d'une altercation verbale, certainement, qui ne va pas s'arrêter en tout cas à ces courriers, parce qu'on a vu d'abord ceux du ministre des Sports, et donc la réponse du Conor est tombée dans la nuit de ce lundi, hier donc, et répond clairement aux différentes préoccupations soulevées par le ministre des Sports, adressées au comme on appelle, aux représentants Afrique de la FIFA, mais également à la... D'abord Manu, avant de te laisser continuer, qu'est-ce qu'on peut retenir de la forme? Eh ben, vous savez, le courrier c'est la forme et le fond. Oui. Avant d'aller sur le fond, parce que personnellement, je trouvais que le courrier était assez amer quand même. Hein. Sincèrement, le ton est très dur. Je tente un peu de remonter à l'origine des faits. D'abord, le courrier de monsieur le ministre qui est adressé à la présidente du Conor, qui se retrouve d'abord dans la presse, sur la voie publique, sur la place publique. Et donc on peut bien comprendre après la réaction à travers donc le courrier réponse qu'il y ait un goût amer, mais également une mise à disposition de la place publique également. Je pense que la faute est partie du point de départ. Le point de départ, c'est qu'un courrier adressé à une présidente d'une institution s'est retrouvé sur la place publique. C'était une erreur de la part du ministre de la Jeunesse. Disons-nous la vérité. Et donc, je me dis que c'est aussi cela, le fait évidemment que la démarche du ministre ait été comme telle, que le Conor tente aussi de répondre de la manière la plus cinglante. D'autant plus que, vous allez le voir peut-être quand on va tout à l'heure parcourir le courrier, le Conor dément pratiquement le ministre sur toute la ligne. Par exemple, le premier point qui a soulevé, justement, je parlais du fait que, selon le Conor, d'abord, ils sont surpris, ils disent qu'ils sont surpris de la réaction d'abord suscitée par le courrier de monsieur le ministre, qui se retrouve, comme ils le disent, sur la place publique, donc à la disposition de la presse, ce qui pour eux n'est pas une pratique de bonne collaboration. Il le souligne clairement, il dit surtout qu'un coup de téléphone aurait pu dissiper tous les malentendus. Ça, c'est ainsi que le Conor, la présidente du Conor commence sa lettre. Deuxième point, elle dit que cette démarche qui constitue une tentative d'immixtion dans la gestion de la Fédération guinéenne de football les a d'autant plus surpris que le même ministre les aurait pu plébisciter il n'y a pas longtemps pour la qualité de la collaboration qu'ils ont avec le département. Donc, ça c'est pratiquement un premier démenti par rapport au fait que le ministre estimait que le Conor ne veut pas partir ou le Conor fait cavalier seul. Et ensuite, la présidente du Conor rappelle que le 22 juillet, les membres statutaires, justement pour rappeler leur engagement à aller vers le Conor, parce que le ministre vers le Congrès, parce que dans son courrier, le ministre a fait comprendre qu'il soupçonne le Conor de ne pas quitter ici le 25 novembre. Et ils disent que la présidente du Conor rappelle que le 22 juillet, les membres statutaires ont adopté à l'unanimité des délégués présents les statuts de la FEGIFOOT grâce à l'implication de monsieur le Premier ministre. Elle ajoute justement, pour votre information, cette implication gouvernementale a été expressément demandée par le Conor et la FIFA. Donc, un rappel également assez important. Et ensuite, un peu plus bas, le courrier ajoute que vous semblez vous offusquer de ne pas avoir été associé au choix de la base vie de l'équipe nationale. Et ça, on l'a vu également dans le courrier donc, du ministre de la Jeunesse. Il est donc important de porter à votre connaissance, monsieur le ministre, ce qui suit. Il n'est pas du ressort du ministre des Sports de valider les infrastructures qui abritent l'équipe nationale participant à une CAN. Ce rôle est dévolu à la fédération et au sélectionneur national. Donc, ici, le Conor tente de rappeler que, informé ou pas, le ministre n'est pas du tout concerné par le fait que le Conor doit se rendre pour aller choisir la base vie d'une équipe nationale qui dispute une CAN. Mais c'est parce que le ministre le ministre n'a pas demandé à ce qu'on lui laisse la faculté de choisir la base vie. Et non plus à être associé à cette démarche. Attention, ce que le ministre, il a dit qu'il n'a pas été informé. Demande, il n'a pas été informé. Sur toute la ligne, il parle il se plaint de cet état de fait. Du fait que dans les démarches du Conor, il constate que son département, tout comme lui en personne, sont ignorés, sont superbement ignorés. C'est tout le problème. Je ne pense pas que le ministre Béa Diallo ait demandé à être associé ou à pouvoir
faire opérer ce choix ou à décider de la base vie du Sili national à la prochaine CAN en lieu et place du Conor. Attention, les mots ont leur sens, mon cher Bani. Je l'ai bien dit, le ministre dit ne pas avoir été informé. Je ne m'adresse pas qu'à toi. Non, je suis d'accord avec le ministre, son problème, il n'a pas été informé. On n'est pas dans un pugilat verbal comme ça se joue entre le Conor et le ministère. Voilà, bien. On ne va pas venir là aujourd'hui, avocat. Bien entendu. Alors, le courrier continue également. L'autre point important, c'est que dans son courrier, le ministre avait dit, je le rappelle également, qu'il semblerait que le Conor a récusé donc la résidence qui a été affectée au Sili national. Et le courrier... Qui l'a dit? Dans le courrier, je pense dans le courrier du ministre, ça a été souligné. Ça a été souligné? Oui, ça a été souligné, le fait que le Conor aurait récusé la résidence qui a été attribuée au Sili. Et ce courrier, réponse de la présidente du Conor dit, si le ministre l'a dit, c'est quand même... Non, il l'a dit. C'est quand même très grave. Il l'a dit dans le courrier. Qu'il ne soit pas informé de ce qu'il s'est passé à Abidjan ou à Yamoussoukro par rapport à cette base vie. Si elle n'a pas été récusée par le Conor, le ministre ne doit pas le dire. Le ministre dit, en tout cas il n'a pas affirmé, il dit semblerait. Il semblerait que le Conor, vous avez pris la décision. Je n'ai pas le courrier du ministre sous les yeux, mais je sais que ce passage, je l'ai lu dans ce courrier. Donc, en réponse donc à ce point précis, la présidente du Conor dit, nous démentons l'affirmation suivant laquelle le Conor a récusé. Sa communication ne doit pas être approximative. Non, mais pas du tout. Je suis d'accord avec. On est d'accord là-dessus. Elle ne doit pas du tout être approximative. Le passage est le suivant, il est dans la lettre adressée par le ministre Béa à la FIFA, je crois. À la FIFA. Ok. Mieux, lors de la dite visite, les mandants du Conor auraient récusé l'hôtel choisi par la CAF sans informer ni consulter le ministère de la Jeunesse et des Sports. Et là-dessus, Abouakar, c'est important parce que c'est aujourd'hui qu'on voit peut-être le démenti de la présidente du Conor. Mais moi, je sais que, je pense, mercredi de la semaine dernière, il y avait le vice-président du Conor, Sega Diallo, qui était l'invité de Nostalgie à Abidjan, à Côte d'Ivoire. Et qui c'était le lendemain justement de la visite, quand certains médias ont dit que le Conor a refusé la résidence. Le vice-président du Conor était encore en Côte d'Ivoire. Il a pris la parole là-bas pour dire c'est faux. Nous n'avons pas récusé. Nous avons émis des réserves par rapport aux conditions. C'est tout à fait normal. Oui, parce qu'il semble qu'une partie de l'hôtel où le Sili va loger sera louée à des particuliers. Et le Conor s'est inquiété du fait qu'ils ont besoin d'être concentrés et que si cette partie doit être louée à des particuliers, mais après ils semblent avoir été convaincus par les dispositions prises par le comité d'organisation pour séparer l'équipe nationale des autres résidences qui seront louées par des personnes qui ne sont pas concernées par le CI. Et là-dessus, il a dit clairement que les exigences, enfin, les dispositions du comité d'organisation nous ont rassurés et donc cette résidence-là, nous l'avons maintenue, nous ne l'avons pas rejetée. Et c'est ce que rappelle ici la présidente du Conor, qui ajoute ensuite... Autre point, très rapidement Manu. Autre point, elle ajoute qu'en tout état de cause, il est impensable qu'en tant qu'organe de gestion du football, et au regard de nos obligations de planification, que nous nous assurions que de meilleures conditions d'hébergement. Parce que là également, on rappelle, c'était dit que le Conor, étant donné qu'il va vers la fin de son mandat, n'était pas censé prendre de telles décisions. Et là, la présidente rappelle justement que gouverner, c'est prévoir. Ce n'est pas parce qu'ils vont partir qu'ils ne vont pas prendre, continuer à gérer le football. On est bien d'accord là-dessus. Et le deuxième point, enfin le plus important, dans le courrier du ministre des Sports, c'était celui relatif au contrat de sponsoring. Et là-dessus également, nous avons ici la réponse de la présidente du Conor qui dit... Permettez-nous de rappeler à l'opinion que ce contrat, ils disent qu'ils l'ont négocié âprement pendant près d'un an, et ce avec responsabilité et pour le bonheur du football guinéen, et pour eux donc ils devaient mériter les félicitations du ministre pour avoir légué à la FEGIFOOT, qu'il s'apprête à quitter, des revenus additionnels de 28 milliards de francs guinéens sur les prochaines 4 années, et cela sans compter le sponsoring apporté donc par Guico Press. Et à cet égard, la FIFA et la CAF les ont apporté leurs félicitations parce qu'ils ont leur ont apporté leurs félicitations parce qu'ils ont trouvé inhabituel qu'un comité de normalisation arrive à conclure 2 contrats importants de sponsoring durant son mandat. Et sur cette question, il rappelle au ministre que leur interlocuteur reste et demeure le prochain comité exécutif. Donc, pas le ministre. Le ministre, donc, leur mandat ne les impose ni de solliciter l'avis, ni l'accord de monsieur le ministre pour leur décision, ni à leur soumettre à soumettre leur décision à l'approbation donc du ministre. Et dernier point pour terminer, le Conor s'abstient d'évoquer ici
les nombreux griefs qu'il est en droit de vous faire, relatifs notamment aux différentes tentatives d'immixtion de votre part dans la gestion des staffs des différentes équipes nationales. Allez, donc, moi je pense que les ventes sont ouvertes là. C'est pourquoi je dis que c'est certainement le premier point. Ça risque d'aller ça va aller dans tous les sens, voilà. Aboubacar. Ma foi, certaines informations que nous avons en tout cas nous font comprendre que c'est le premier cran de la crise. Peut-être que s'il n'y a pas de médiation d'ici le Congrès, c'est sûr que d'autres informations vont sortir. Parce que derrière, il y a d'autres acteurs à Bakar. Il y a d'autres acteurs qui soupçonnent sincèrement, il y a d'autres acteurs justement qui soupçonnent effectivement cette tentative d'immixtion du ministre, parce que tout cela intervient dans la foulée du renvoi d'un des techniciens qui était autour de Kaba Diawara, technicien considéré être ami du ministre des Sports. Non, je pense pas, franchement. Non, je pense que c'est une opinion qui sort. C'est léger de relier tout ça à l'histoire de... On verra dans les jours à venir. Quelconque ami, on verra dans les jours à venir. S'il vous plaît, je n'ai pas tout dit. C'est trop petit ça. Personnellement, je n'ai pas tout dit. Non, mais c'est trop petit ça. Allez, cabinet. On va aller très vite là-dessus parce que c'est chargé ce matin, mon cher. Allez. Je pense qu'il faut éviter une nouvelle crise à notre football. Non, on va pas vers une crise. Non, c'est pas possible. Parce que le Conor s'en va dans 2 semaines. Et le ministère, c'est une institution qui reste. Et le ministre, pour l'instant, le ministre Béa continue de garder la confiance du président de la transition. Mais Aboubacar, quand on parle d'immixtion, le Conor fait allusion à une immixtion, mais on va droit au mur là. C'est-à-dire que si on soupçonne... Il faut bien démontrer cela. Oui, justement. Ouais. Et c'est pourquoi je trouve qu'il faut, à la suite de ce courrier-là, il faut démontrer l'immixtion. Parce que je ne pense pas, à mon sens, que le fait que le ministère demande à être informé est une immixtion en soi. Il faut éviter de précipiter notre football dans une nouvelle crise. Et moi, j'ai l'impression que le Conor ne fait pas bien là. Le Conor n'est pas en train de bien faire. Si vous estimez... Parce que le fait d'insister sur une tentative d'immixtion, ça peut entraîner... ça pourrait comporter des risques pour le football guinéen. Parce que la FIFA... Attention Manu, la FIFA et la CAF sont très rétives à cela. Je trouve, Aboubacar, ce point est subliminal. Non, c'est subliminal. Ce que dit cabinet a du sens. Parce qu'il dit, ils s'abstiennent d'évoquer. Ils s'abstiennent d'évoquer. Oui. Ça veut dire qu'ils ont des éléments peut-être. Mais bien entendu. Non, mais le simple fait de dire qu'il a une immixtion et qu'on s'abstient de l'éprouver, c'est en fait, on dénonce là une immixtion en soi. On met en cause la responsabilité de l'État. Et quand on sait que la FIFA et la CAF n'acceptent pas du tout une l'immixtion de l'État dans les affaires de ces associations membres, ça craint pour le football guinéen. À quelques semaines, voire à 2 mois de la CAN. Et désormais, Aboubacar, c'est inquiétant. La CAF et la FIFA sont en droit de chercher à savoir s'il y a effectivement eu immixtion. Bien. Je pense qu'il faut faire dans la bonne foi. Ça, c'est pas des... Parce que s'il y a immixtion cabinet, la Guinée pourrait être complètement... Absolument. Pourrait être tout simplement écartée de la prochaine CAN. C'est pourquoi je trouve qu'il faut... Ça, c'est vraiment... Ça fait trop enfantillage ce qui se passe entre les 2 institutions. Je pense qu'on peut très facilement trouver une solution à ça, se parler tranquillement et éviter que l'on parte dans une crise. Parce que si on part dans une crise, c'est... Notre équipe nationale est engagée dans une CAN, on est en train de jouer les éliminatoires. De la Coupe du Monde, celle-ci va prendre un coup et on va revenir à une autre Conor, quoi. Bien, qu'on ne souhaite pas. Allez, Mamadouri, votre avis là-dessus? Non, tout ce qui se passe pour moi, c'est le signe qu'il n'y a pas, depuis un bon bout de temps, un couloir clair de communication entre le ministère des Sports et le Conor. Le Conor, ça c'est des choses que l'on sait depuis longtemps, qu'il y a une sorte d'inimitié entre les 2 têtes du Conor et le ministre Béa. Ce n'est pas un secret. Une inimitié avérée. Avérée. Maintenant, cela s'aggrave jour après jour qu'on approche vers justement la fin de leur mandat, mais tout près vers la tenue de la CAN. Maintenant que le ministre emploie des mots comme il paraît que vous auriez donc si vous voulez rejeter le choix de la base vie, cela suppose et concrétise effectivement le fait qu'il n'y a pas de communication. Le minimum aurait été qu'il soit informé effectivement des démarches en amont. Tout au moins que lui aussi il appelle. Évidemment, qu'il appelle la présidente ou le vice-président pour en savoir. C'est la preuve qu'il y a tout un mur entre les deux. Donc l'un des 2 camps est obligé
de s'informer dans le dos de l'autre. Dans le dos de l'autre, pour être sûr ou pas de quelque chose. La preuve, elle est là. Maintenant, au-delà des gros mots, des mots valises qu'on peut utiliser comme immixtion, je pense que la CAF et la FIFA savent ce que c'est qu'une immixtion dans l'État, dans les affaires du football, d'une fédération. Voilà, le droit que l'État a de s'informer auprès d'une fédération, donc de ces associations, sur le comment elles tiennent le football dans leur secteur. Je pense qu'elles connaissent cette différence. Et ma foi, je pense que chacun dans son rôle doit travailler à ce qu'on sorte de cette transition. Parce que, tenez-vous bien, il y a même un candidat à la présidence de la FEGIFOOT qui, par exemple, a émis des réserves sur le contrat entre Orange et le Conor. Donc au-delà du ministre... et lequel? Non, je ne le dirai pas. Au-delà du ministre, il y a d'autres acteurs qui s'interrogent. Et donc, je pense que ce n'est pas un problème, pourvu que cela soit bien fait et que ce soit à l'avantage du pays. Merci bien. Oui, Talibé, votre regard sur cette situation? Je pense que c'est une situation très regrettable. Parce que c'est la traduction qu'il y a un malaise, il y a un malentendu, il y a des nuages entre le Conor et le ministère de la Jeunesse et des Sports. Il est incontestable qu'il y a eu du politique dans le sport, Aboubacar, pendant ce Conor. Parce que vous avez vu qu'il a fallu que le Premier ministre, sur l'instruction du président, s'amène, qu'il convoque les acteurs de football pour débloquer la situation et aller vers justement l'adoption des différents des statuts de la Fédération guinéenne de football. Mais, Aboubacar, tout ça se passe sous forme de suspicion. Suspicion de part et d'autre. De vouloir rester, on reproche au Conor, de vouloir traîner les pas, alléger le processus pour pouvoir être là et gérer la prochaine CAN. Et gérer la prochaine CAN. Et de l'autre côté, le ministère des Sports, on soupçonne un peu, en tout cas, il y a comme une sorte de suspicion de vouloir me remplacer au ministère des Sports. Il y a tout ça dans le débat. On pense que certains veulent éjecter le ministre des Sports. D'autres pensent que le Conor veut donc alléger la situation. On n'a pas besoin d'un tel climat. Pourquoi? Parce que Aboubacar, on risque de sortir d'une crise et de nous retrouver dans une autre. C'est-à-dire que si il n'y a pas... Non, le risque aujourd'hui est plus grave, Talibi. Parce que lorsqu'on parle d'immixtion, et le risque que cela comporte pour notre football, c'est un retrait de la Guinée de toutes les compétitions internationales organisées par la CAF et la FIFA. Oui, c'est ça le risque. Mais l'émission politique dans le football guinéen n'a pas commencé qu'aujourd'hui. On se rappelle quand à l'époque la Guinée a été suspendue de toutes les compétitions et que nos cadets n'avaient pas pu jouer la CAN au temps de on le sait très bien. Mais aujourd'hui, c'est la présidente du Conor, ce qui est quand même qui est mise en place, le Conor mis en place par la CAF et la FIFA, qui parle d'immixtion. Et c'est un message qui est envoyé à ces institutions. Attention. Aboubacar, ce qui est évident, c'est que je vous dis que ça prouve qu'il y a des velléités. Le Conor et prochainement la fédération va vouloir préserver à tout prix ses prérogatives et ne pas donc se laisser dicter des choses venant du ministère des Sports. Et le ministère des Sports, qui est le gouvernement, qui est l'État, qui finance donc le sport, risque d'insister pour avoir toujours un droit de regard sur ce qui se fait au niveau de la fédération. Moi je pense que... Le ministère met en moyenne 100 millions de francs guinéens par an. À la fédération. Non, ça c'est au titre de la subvention pour la justement, fédération. On parle de, quand on parle de football, quand on parle de football, on parle des équipes nationales et tout ça. Mon ami, on parle. Ça c'est en termes de subvention, en argent frais que le ministère donne à la Fédé. Mais pour ce qui est des voyages des équipes, de leur participation aux différentes compétitions. Donc, il faut que l'on sache respecter la ligne de séparation entre la fédération les prérogatives des uns et des autres et le ministère des Sports. Sinon, c'est encore, on va rebeloter et nous retrouver dans une situation voilà, vivement que cette situation prenne fin dans 2 semaines et qu'il y ait un meilleur climat s'installe entre le département des sports et le nouveau COMEX qui va venir. Ce qu'on appelle Balater. On n'a pas besoin de cette situation. Le ministre Béa, dans sa démarche, a été un peu léger. Dans ce courrier, il y a beaucoup de phrases
conditionnel. Ça veut dire qu'il n'avait pas toutes les preuves. Et d'ailleurs, le ministre Béa connaît... Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Alors, pas du tout. Il connaît par exemple Sega très bien. Les liens sont forts entre lui et Sega. Si il ne connaît pas Madame Si, il aurait dû prendre le téléphone pour appeler ou Madame Si ou Sega pour régler cette situation. Mais si ils ne se parlent pas, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Donc, on n'avait pas besoin de ça. Le Conor, quoi qu'on dise, est en tout cas est partant. Désormais, sous la sortie, ça va finir. Et le ministre aurait dû garder raison pour ne pas arriver à cette situation. Puisque les jours à venir, s'il n'y a pas de médiation. Oui, vous dites. Une toute petite précision justement par rapport à ce contrat. Comme l'a dit Ouri, il y a un acteur qui émet des réserves. Il y a, semble-t-il, une clause dans le contrat qui prévoit que si le prochain COMEX n'est pas d'accord, il peut arrêter ce contrat. Il peut le renégocier. Vous l'avez dit hier. Donc, il faut ménager le Conor à partir tranquillement. Et moi, je crois que c'est des crises inutiles qu'on est en train dont on n'a pas besoin. On n'a pas besoin. Mamadou Diambaldé. Dans ces mano à mano footballistiques, entre un ministre qui veut faire prévaloir la clause de tutelle de son département et le Conor qui est une sorte de principauté qui est jalouse de son indépendance, c'est comme comment dirais-je, le Vatican en plein Rome. Donc c'est une république indépendante. Tous les coups sont permis et le Conor est décidé, tout en tirant ses dernières salves, à en faire voir de toutes les couleurs à M. Béa Diallo. C'est un peu le serpent qui s'est mord la queue. Malheureusement. On risque de retomber dans les mêmes malheureusement.